du coquillage, Ponge remarque l'admirable adéquation entre l'animal et sa coquille. Et puis il se prend à rêver que nos monuments, Notre-Dame, les Invalides, l'Arc de Triomphe, sont autant de coquilles vides d'animal disparu. Quel animal fantastique a bien pu habiter la maison des métallos? Sans doute une espèce d'immense classe ouvrière. J'imagine que c'est ça qu'on vient voir à la maison des métallos, des ouvriers. Mais vous n'en verrez pas. Plus de Dédé en bleu de chauffe, de polo près d'une marmite de métal bouillant. C'est un établissement culturel de la ville de Paris, racheté en 2001, sous l'impulsion du comité des métallos. C'est un lieu de culture pour tous. Le patrimoine ouvrier a disparu. Oh, bien sûr, il y a bien un peu de métal sur les murs, au sol, mais ce ne sont que des citations architecturales. La rénovation de 2005-2007 a fait disparaître les dernières traces de patrimoine ouvrier. Il est plus que jamais immatériel. Alors pour découvrir ce lieu, je vous propose d'en faire une visite en forme de ronde, un peu comme celle que font les personnes qui travaillent ici chaque soir pour fermer le lieu. Et pendant cette ronde, je ne doute pas que quelques fantômes des métallos viendront à notre rencontre. Vous avez vu les chiffres? Le Dow Jones qui perd 22%. Goldman Sachs au tapis. JP Morgan, guère mieux. Oh non, elle se termine pas très bien cette année financière de 1929. Enfin, que cela ne nous empêche pas de nous réjouir d'être ensemble, ici, chez Quenon et compagnie, dans la plus grande usine d'instruments à vent du monde. Enfin, la meilleure. La plus moderne. Quenon et compagnie, c'est avant tout une histoire de famille. Charles Gautreau, en 1845, rachète son concurrent, Guichard. En 1881, il décide de la construction de cette usine ultramoderne. J'épouse sa fille, Mathilde, et après sa mort, en 1882, l'entreprise devient Quenon et compagnie. Notre secret? L'innovation, dans tous les domaines. D'abord, cette usine, organisée pour la production. Arrivée des matériaux au rez-de-chaussée, découpe des pièces, assemblage des instruments sur les passerelles, exposition directement dans les magasins de vente. Plus de temps perdu. Mais l'innovation, elle n'est pas que technique, elle est aussi sociale. Et oui, je suis ce qu'on appelle un patron de gauche. En 1921, j'ai entièrement repensé, avec l'aide de mes ouvriers, l'organisation de l'entreprise. Prime d'allaitement, prime de vacances, intéressement aux bénéfices de l'entreprise. Oui, je crois vraiment que nous ne pouvons y arriver que tous ensemble. C'est pour cela que je suis député radical socialiste. Et quand mes ouvriers veulent se réunir, je leur prête bien volontiers cette salle, la salle de l'harmonie que j'ai construite, enfin, que j'ai fait construire pour que tout le monde pratique la musique, y compris eux. Et ils se réunissent, discutent. J'ai été un des rares patrons à ne pas licencier après les grèves. J'y tiens beaucoup. C'est que je pense à l'avenir, je voudrais bien laisser quelque chose de tout cela à mes petits-enfants. Attendez, je vais vous montrer leurs photos. Prises par l'artiste Nadar, vous les verrez dans le catalogue de 1912. Ils sont trop mignons, sur des instruments Quenon. Non, j'espère que cette crise est provisoire et que les affaires vont reprendre. Ouais. Salut, fraternité. Ah non, je bosse pas ici, moi. Hein. Non. Moi, chez Quenon, là. Bim, 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 pouette, pouette, pouette. Non, j'ai trop d'oreilles pour bosser là. Je suis plus bas, moi, au 97. Ah, je suis métallo, hein, comme tout le monde ici. Entre Belleville et Popincourt, si t'aimes pas le métal, t'as intérêt à déménager. Non, ici, on n'est pas que des ouvriers, hein. Des artistes, comme chez Quenon. De l'or dans les doigts, attention. Si tu veux voir des pulls à sueur, tu vas à Aubervilliers, là. Chez Saint-Gobain. 17 hectares d'usine, et puis les fumées soufrées qui vont avec. Ouais. Ça, c'est le prolétariat. Non, ici, on est tranquille. On est venu avec les patrons de la Bastille, du Marais, ces coins-là, quoi. Puis on s'est installé à côté. Bon. Les Cambus, on les a faites comme on pouvait. Hein.
avec des matériels de récupération. C'est pas folichon. Mais bon. Faut dire qu'ici, à l'époque de Napoléon, c'était la Cambrousse, hein. Des petites guinguettes à pas cher. Il y avait quoi, 2000 Pékins à l'époque. En 60, je crois qu'il y avait près de 50 000 personnes qui habitaient dans ce coin-là. T'imagines? Bonjour la salubrité. Bah, nous, on est restés dans notre cul de basse-fosse pendant qu'ils construisaient des jolies villas, là, avenue Gambetta, but de Chaumont et compagnie. Et nous, on est restés là. Dans la crasse. Mais bon. Eh, si tu veux entendre parler d'insalubrité, je te recommande mon petit copain d'à côté. On connaît un rayon. Allez, à plus tard. Tout le monde n'est pas de gauche dans cette histoire. Je suis le rat des métallos. Ça fait des siècles que ma famille hante les lieux. On était là avant la CGT, avant Quénon, avant Delanoë. Bah oui. On gratte les murs, on sonde les consciences, on interroge. C'est notre job. Parce que dans cette histoire là de gentils patrons et puis de syndicats, c'est un peu trop joli quand même. Bah, faut pas oublier que dans tout mouvement collectif, il y a les mots d'ordre, le bourrage de crâne, l'obéissance aveugle. Faut pas oublier que ici, la maison des métallos, en 1942, c'était le siège de la milice. Et puis, franchement, les petites mannequins là qui viennent faire les défilés de mode et qui arrivent le matin verdâtres et camés, elles ont pas tellement changé hein, depuis 1850, à l'époque des grisettes. Un boc pour l'amour, une absinthe pour la vérole. Ouais. Non, le passé, faut pas le creuser toujours. L'histoire commence en 1936, hein, à la suite des grèves et puis des mouvements sociaux, hein, forcément. La syndicalisation passe d'un coup de 10 000 à 250 000 adhérents, donc forcément, nouveaux moyens. Et donc les anciens ont eu la sagesse d'investir ces moyens dans différentes propriétés, dont l'ensemble de ce site. Alors, nouveaux moyens, nouveaux besoins, hein, je pense aux congés payés, hein, avec les colonies de vacances pour les enfants, et puis aussi à la formation des chômeurs sans diplôme. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait quand même beaucoup de chômage chez les gens pas diplômés. Et c'est à partir d'ici, dans l'impasse de la Baleine, là, qui est juste à côté, qu'on a installé un atelier avec 20 tours qui vont permettre aux jeunes chômeurs de se former en étant dispensés de pointer au chômage. Et en fait, cette démarche, elle préfigure ni plus ni moins que tout ce qui va être la formation professionnelle, le LAFPA, quoi, en quelque sorte. Le 94 est un haut lieu de la solidarité. Alors, solidarité en premier chef en 1936, forcément avec les républicains espagnols en proie à l'agression fasciste de Franco. Hein. Donc c'est bien d'ici, du 94, que sont partis, se sont donné rendez-vous les brigades internationales qui vont aller se battre sur le front espagnol. Et donc c'est pour ça qu'on leur a donné, qu'on a donné le nom de notre cours aux brigades internationales. En bas, là, vous avez une photo. Bon, il faut savoir, c'est pas 36, hein, c'est 38 quand c'est le retour, un peu triste. Mais voilà, cette solidarité-là internationale, elle va jamais se démentir. Hein. Après, ça sera avec le peuple algérien, le peuple vietnamien. C'est vraiment un haut lieu de la solidarité. Et bien sûr, pour être plus dans la pointe de notre lutte et de soutien aux travailleurs, c'est bien sûr le bien-être du travailleur qui va primer dans l'action de l'Union fraternelle des métallurgistes. Alors, ce bien-être, c'est la formation professionnelle, les centres de réadaptation que les métallos parisiens gèrent encore. Et puis, il y a aussi la clinique des Bluets. Hein, les anciens ouvrent une maternité dans laquelle le docteur Lamaze va acclimater la technique de l'accouchement sans douleur. Alors, au départ, on a poussé des hauts cris à l'académie, etc. En 1956, n'empêche, victoire. Hein, l'accouchement sans douleur est remboursé par la sécurité sociale. Et bien sûr, le 94, c'était pas que ça. Hein. Il y avait de la culture, des bals, des rencontres. Donc voilà, toute cette histoire-là des métallos, ici au 94, aujourd'hui en 1997, avec la désindustrialisation, elle change forcément. Hein. Donc on pense à réduire un peu, disons à réaffecter le patrimoine là où il sera le plus utile. Et c'est pour ça qu'on envisage de vendre le site. Mais bon, toute cette mémoire-là, ça nous embêterait qu'elle disparaisse avec des pelleteuses, quoi. Donc on espère bien que parmi les associations qu'on accueille ici, culturelles,
le flambeau sera repris pour que cette mémoire des luttes disparaisse pas, quoi. Ici, on est au-dessus du vide qui doit isoler la salle des métallos, le cœur des métallos des vibrations du métro. Métro Couronne, 10 août 1903, 80 personnes meurent asphyxiées dans un incendie. Heureusement, tous de la classe populaire, dit la presse. Parmi eux, il y avait un peintre qui retournait au boulot chercher ses brosses, parce qu'il faisait aussi de l'art, en plus d'être ouvrier. C'est ça ce que les métallos essayent de faire aujourd'hui, essayer de donner voix à l'expression de cette nausée, ou de cette lutte, ou de cette révolte, ou de cette indignation, mais aussi de ce rêve et de cette utopie, à tout ce qui est en lutte aujourd'hui, au-delà de la simple idée d'une masse ouvrière. Question de migration, question de racisme, question de différence des genres, injustice, inégalité économique. Voilà, tous ces sujets-là sont abordés aujourd'hui, et pour ce qui est de la classe ouvrière, on peut la laisser reposer dans ce vide un peu conceptuel qui est sous nous, avec le souvenir des grands dirigeants de la CGT qui étaient veillés pour leur dernière nuit avant le départ au Père-Lachaise par la garde spéciale de la CGT, sur ce plancher où il y a eu 50 ans de fabrication d'instruments de musique.